Je passe tout de suite donc la parole à Beau qui va nous initier donc aux spécificités danoises et à la manière dont un certain nombre d'enjeux qu'on a évoqués depuis le début de cette conférence sont pris en charge par les acteurs de l'éducation et l'orientation. Merci beaucoup. Thank you very much for. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je tiens à avertir les gardiens du temps que en danois, le mot fin, ça veut dire bon. Alors donc, si j'entends le mot fin et que vous agitez, je me dirais que c'est parce que vous adorez ce que je vous dis, mais peut-être aurez-vous faim puisque je passe en dernier. Trêve de plaisanterie, je suis ravie et honorée d'avoir été invitée par vous, d'être ici dans cette belle salle. Et pour rebondir sur ce que disait John à propos du Brexit, John Storan, ces réunions entre pays sont absolument essentielles. C'est très important de nouer un dialogue, de s'inspirer les uns les autres, de regarder ce que l'on fait dans nos pays voisins, et non seulement à l'échelle européenne, mais même au-delà. Alors, je vais tâcher de vous expliquer comment on forme les professionnels de l'orientation au Danemark. Je suis enseignant. Je suis enseignant dans une université de sciences appliquées, qui est une sorte d'université DUT, si vous voulez, Institut technologique, et je travaille également dans une vraie université, pardon, c'est pas politiquement correct, mais je travaille à ces deux niveaux au Danemark, c'est essentiel, je pense. Alors d'abord, pour vous brosser le contexte de l'orientation professionnelle au Danemark, notre système actuel se fonde sur une grande réforme qui a été déroulée en 2003-2004 et entrée en vigueur à partir de 2004. Et là, on avait la première loi uniforme sur l'orientation professionnelle. Ce n'était pas le cas avant. On n'avait pas de loi générale, mais on avait des bouts de textes de loi relatifs aux écoles, aux établissements secondaires, à la formation de manière générale, mais rien n'était unifié. Depuis 2004, on a cette loi. Le véritable changement est intervenu à ce niveau-là avec cette loi. Du coup, on a obtenu la centralisation des systèmes d'orientation professionnelle. On en avait avant 25 différents. Maintenant, on n'en a plus que 2 systèmes d'orientation, enfin un peu plus. Mais pour simplifier les choses, voilà, donc on a 2 systèmes d'orientation professionnelle essentiellement qui sont centralisés. Notamment, il se penche sur la transition entre l'école primaire, l'école secondaire, avec l'accompagnement, et puis ensuite la transition entre les études secondaires et l'enseignement supérieur. Cette centralisation du système de l'orientation professionnelle a fait qu'on a réduit le nombre de programmes d'enseignement et de formation de ces conseillers en orientation aux universités. On est passé de 21 formations différentes à 2 seulement, mais j'y reviendrai. Autre caractéristique importante de cette réforme mise en œuvre en 2004, mais c'est qu'en 2003, dans le ligne de cette réforme, nous avons créé un portail national en ligne. Il s'appelle un guide à l'éducation. Et en fait, on décrit les différentes filières d'enseignement et de formation professionnelle au Danemark. On a étoffé ce site au fil des années. Il y a beaucoup d'outils qui sont susceptibles d'inspirer des vocations, etc. Très riche. Et puis en 2010, a eu lieu une réforme de notre grande réforme en 2010 qui a donné naissance à ce qu'on appelle un service national de orientation professionnelle placé sous la houlette du ministère de l'Éducation. Donc, en fait, c'est une orientation professionnelle sous forme électronique et qui offre une orientation sur pratiquement tous les aspects de la vie, dirais-je,
ou du moins tout ce qui touche en tout cas à l'orientation, le choix d'une carrière, les différentes filières d'enseignement offertes, l'éducation continue, l'éducation tout au long de la vie, etc. Et on trouve beaucoup de fils de chat. Vous savez, les conseillers sont très disponibles et sont accessibles sur des créneaux horaires très larges. Alors, la formation des professionnels de l'orientation, on est passé, comme je vous l'expliquais, d'un système qui était très peu structuré, où il y avait très peu d'exigences en matière de programmes de formation et de diplômes. Et maintenant, on a ces programmes qualifiants, diplômants, qui donnent lieu à un diplôme et l'autre à un master. Ce n'est pas une formation dans laquelle on entre juste après le lycée. C'est des formations ouvertes dans le cadre de la formation continue tout au long de la vie. Comme je vous le disais, ces cours sont offerts dans des universités de technologie, l'équivalent DUT, ou dans les centres de formation pour les enseignants, les infirmiers, infirmières, les personnels infirmiers, les employés de bureau, etc. Ce diplôme se compose de 6 modules, 3 obligatoires, 2 facultatifs et une thèse finale. Les cours obligatoires, eh bien, ça représente le triangle d'or pour comprendre l'orientation professionnelle et tout ce qui tourne autour au Danemark. On essaye d'équilibrer l'apport théorique, l'apport pratique, les connaissances sur l'individu sous l'angle psychologique, social, économique, et on combine ça avec une connaissance générale de la société, des perspectives sociologiques, politiques, etc. On mêle bien sûr tous ces enseignements indispensables. Et si l'on veut comprendre le rôle de l'orientation professionnelle au Danemark, ou comment ça fonctionne, disons, eh bien, rappelez-vous ce triangle avec ces 3 pôles, ces 3 axes d'intérêt. The master program. Le programme de master est dispensé par l'université Aarhus avec 4 modules, donc 3 programmes et un mémoire final, un module sur les théories en matière d'orientation, un module sur l'interaction, l'interface entre l'orientation et la société, un autre sur les activités d'orientation en pratique qui s'intéressent aux aspects d'évaluation des mesures et activités d'orientation. Le droit danois en matière d'orientation, la législation danoise en matière d'orientation stipule la nécessité d'avoir donc un diplôme, un cours diplômant ou un master en orientation pour pouvoir travailler comme acteur de l'orientation au niveau des collèges, au niveau des lycées, et la responsabilité en matière d'orientation dans les collèges, lycées et universités réside au niveau régional. Donc, comme je l'ai dit précédemment, ces programmes s'inscrivent dans ce qu'on appelle le système d'enseignement parallèle, le système d'éducation tout au long de la vie, d'éducation continue. Donc, les acquis de l'expérience sont pris en de l'expérience professionnelle sont pris en compte et nécessaires pour entrer dans ce programme. Donc, en d'autres termes, tous les étudiants au niveau du cours diplômant ou au niveau des masters ont déjà une expérience professionnelle existante. On peut dire que les évolutions depuis 2004 au Danemark porte sur une professionnalisation de dispositifs et des acteurs de l'orientation. Bien entendu, un certain nombre de questions sont soulevées. Je ne suis pas certain que nous les ayons résolues. Je ne suis pas certain qu'on puisse les résoudre, mais
ce sont des dilemmes qu'il ne faut prendre en compte en ce qui concerne le système danois. Je les ai listés ici, ceux en tout cas que je considère comme importants. Le premier dilemme est de s'intéresser aux modalités d'évolution ou de changement d'un métier vers un autre. Au Danemark, les métiers ont des identités, des caractéristiques très fortes. La plupart des acteurs de l'orientation sont des anciens enseignants, ont des diplômes universitaires, donc et ont un sens d'identité très fort. Donc il y a l'enseignement des théories d'apprentissage, des théories sociologiques et l'orientation, mais ils prennent en compte également des questions de morale, d'éthique, d'identité professionnelle dans leurs activités d'orientation. Et c'est important pour qu'on ne se retrouve pas avec des acteurs de l'orientation qui soient des enseignants avec une couche de théorie d'orientation, mais que ce soit effectivement des acteurs du système d'apprentissage plein et entier avec leurs expériences et leurs compétences. Il y a également un autre dilemme portant sur l'équilibre à avoir entre la connaissance théorique et les compétences pratiques. Lorsque vous enseignez à des adultes, c'est probablement un point un petit peu trivial, mais je voudrais le faire malgré tout. Vous devez comprendre que les apprenants ont déjà des compétences pratiques et professionnels lorsqu'ils entrent dans vos programmes et que les compétences qu'ils ont lorsqu'ils entrent dans ce programme ne sont pas très différentes des compétences nécessaires dans les activités d'orientation. Les compétences d'enseignants sont pas identiques, mais similaires à celles nécessaires pour réaliser des activités d'orientation. Donc, comment est-ce qu'on équilibre les compétences et les acquis des expériences précédentes professionnelles en enrichissant leurs compétences avec de la connaissance théorique en matière d'orientation. Donc c'est très important d'avoir cet équilibre et de prendre en compte effectivement les sources des acquis et de l'expérience. Dernier dilemme, le troisième ici, mentionné, est un dilemme qui nous pose problème aujourd'hui. C'est la façon de mobiliser l'entreprise, le monde du travail. Il ne faut pas avoir des candidats à nos programmes qui travaillent déjà. Ce n'est pas un prérequis, mais la plupart des candidats à nos formations ont déjà travaillé et parfois travaillent. Donc la question est comment est-ce que les connaissances apportées, théoriques et pratiques, sont accueillies dans les acteurs et dans les entreprises, dans les organisations où les gens travaillent, lorsque on voit les résultats d'évaluation de nos programmes, on constate qu'il y a un problème. Enfin, en tout cas, ce n'est pas notre problème parce que ce n'est pas notre responsabilité de décliner nos programmes dans le monde du travail, mais il est important de prendre en compte ces éléments puisqu'il y a énormément d'argent public qui est investi dans ces programmes de formation. Il faut qu'il y ait de l'efficacité et de la pertinence. Donc, nous essayons de mobiliser le monde du travail pour qu'ils expriment leurs avis, leurs idées que nous prendrions comme point de départ des mémoires des étudiants, de façon à ce que les mémoires, par exemple, qui sont rédigés, soient pertinents à la fois pour l'étudiant, mais également pour les entreprises et les organisations, donc dans le monde du travail. Et les points saillants, les problématiques importantes. Le plus gros défi dans la formation des acteurs de l'orientation au Danemark est l'équilibre à avoir entre ce qu'on peut appeler les exigences politiques et sociétales et la liberté éducative traditionnelle du système universitaire. On a entendu beaucoup de personnes hier et aujourd'hui
parler des différentes parties prenantes impliquées dans l'orientation, sachant qu'il y a énormément d'éléments et de facteurs politiques et beaucoup d'objectifs très ambitieux sont fixés sur des horizons un petit peu imprécis. Au Danemark, on peut dire que l'éducation à l'orientation est peut-être contrecarrée par des agendas politiques, des exigences politiques, et qui doivent être prises en compte, contournées, surmontées, adressées. J'ai mentionné 4 facteurs qui me paraissent représenter les plus importantes problématiques politiques aujourd'hui. Le premier, c'est lié au schéma éducatif et au schéma d'orientation pour les jeunes. Seuls 18% d'une cohorte de jeunes choisissent l'enseignement professionnel et la formation professionnelle. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'il manquera entre 50 000 et 100 000 personnes dans les professions techniques d'ici à 2025. Et pour une population de 5 millions de personnes, ça fait beaucoup. Et dans une des présentations que nous avons entendues, il y a eu un schéma qui a été montré montrant l'intérêt des jeunes intéressés dans les filières techniques et professionnelles. Et le Danemark, en fait, était tout en bas, montrant donc un intérêt très faible des jeunes danois pour ces formations techniques et professionnelles. Eh bien, je dirais que nous avons réussi à convaincre les parents et les jeunes que l'enseignement supérieur, que de faire des études le plus longtemps possible était une bonne chose, et personne ne peut le contester, mais ceci nous met dans une grande difficulté pour remplir les filières de formation et d'enseignement technique et professionnel. Et j'ai eu un problème de plomberie chez moi et j'étais très heureux de pouvoir faire appel à un plombier qualifié, compétent pour résoudre mon problème. Et quelqu'un comme moi, ayant fait de longues études, n'aurait pas pu régler ce problème de tuyauterie. Donc, ça signifie que nous avons un autre défi auquel nous sommes confrontés, qu'on appelle, en termes politiquement corrects, la suréducation. Et beaucoup de problèmes de dépression, de burn-out, de forte pression sur les jeunes, avec la perception qu'ils doivent faire des choix rapides et pertinents. Donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on permet aux acteurs de l'orientation de prendre en compte ces dilemmes et ces facteurs. Alors, une des expériences dans laquelle nous sommes engagés pour essayer de répondre à ces différentes injonctions est un projet de recherche et développement en matière d'éducation à l'orientation, qui a été un projet expérimental pour nous, l'idée étant de réaliser des formations collaboratives entre les enseignants et les acteurs de l'orientation, donc avec des modalités de collaboration étroite qui existent entre eux. Donc nous avons voulu décliner cela en formation universitaire. Nous nous sommes focalisés sur des contenus très concrets. Nous avons un programme qui s'appelle Insights and Outlooks, contributions et perspectives, l'éducation à l'orientation dans les dernières années de l'enseignement obligatoire. Donc vous avez le titre en anglais en haut de la slide. Donc, ce qui était au centre d'un tel projet était de tenter de systématiser la réflexion sur nos propres pratiques et sur les pratiques d'autres acteurs au Danemark et en dehors du Danemark pour
permettre de trouver des solutions conjointe avec les enseignants, les acteurs de l'orientation et les chercheurs. Et c'est probablement mon dernier point et le plus principal. C'est-à-dire, la question n'est pas seulement de résoudre ces problèmes, d'éduquer les enseignants et enfin de former les enseignants et les acteurs de l'orientation de façon appropriée, mais également de s'intéresser aux interfaces, aux liens entre la recherche et la pratique. Et les chercheurs ont un rôle à jouer. J'ai été très inspiré par Ronald Sultana qui a dit hier qu'il y avait un besoin que les chercheurs apportent des éléments concrets aux praticiens et donc qu'ils ne fassent pas que publier dans des revues scientifiques l'essence de leur recherche sans avoir un lien et rendre aux praticiens. Alors nous n'avons pas beaucoup d'indicateurs, mais je vous ai donné des éléments. Il y a eu des études quantitatives réalisées et puisque en matière d'avancées concrètes, il n'y a pas une source de connaissances qui est meilleure qu'une autre entre la théorie et la pratique, entre la recherche et la pratique. Et vous avez une citation d'un de ces chercheurs, et je vais vous la lire, et l'interprète va essayer de la traduire. Je pense que cette façon de réfléchir au lien entre les chercheurs et les acteurs et les praticiens est une bonne piste de développement pour améliorer la situation au niveau de l'orientation. De fait, dès la première réunion, nous avons été optimistes puisque les projets dans lesquels nous sommes impliqués sont très enthousiasmants et nous apprenons en avançant. Cette expérience est très différente des programmes de formation d'une semaine ou deux auxquels nous avons l'habitude d'assister. Elle décrit son optimisme lorsqu'on suit un tel cours, mais lorsqu'on rentre chez soi une semaine après, on a oublié ce qu'on a appris. S'il est difficile de le décliner en pratique, elle indique donc qu'il y a un potentiel de formation professionnelle via la recherche, parce que via la recherche, on passe du projet théorique à la pratique et c'est un bon moyen d'avancer. Donc, si vous voulez poursuivre les échanges, vous avez mon adresse. N'hésitez pas à me contacter. Je serai également avec vous pour le déjeuner. Merci beaucoup, Bo.